Si tu as décidé de quitter ton CDI pour te lancer à ton compte, il y a très certainement une question en ce moment qui tourne en boucle dans ta tête, c'est: mais qu'est-ce que je pourrais bien faire à mon compte pour gagner ma vie? Et souvent, la première réponse à cette question, ça va être d'aller chercher un tout nouveau métier. Et d'ailleurs, peut-être qu'à ton stade, tu as commencé les démarches, tu as peut-être fait un bilan de compétences pour identifier quels étaient tes points forts, tes points de faiblesse. Tu as peut-être déjà exploré des métiers à réaliser en ligne. Tu as peut-être même commencé à regarder des formations pour te former un nouveau métier. Parce que, en fait, tu te dis que si tu veux devenir indépendante, tu vas forcément devoir apprendre quelque chose de nouveau. Et tout ça, c'est logique parce que c'est ce qu'on trouve sur Internet quand on commence à chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour quitter mon CDI. Mais attention, parce que si tu veux te lancer dans cette direction, il y a vraiment une question qui est très importante à te poser en premier. Ça va être: est-ce que je veux vraiment changer de métier, ou est-ce que ce que je veux finalement, c'est surtout changer le cadre dans lequel je l'exerce? Autrement dit, est-ce que j'aime encore ce que je faisais jusqu'à présent, ou est-ce que je n'aime plus? Et dans le premier cas, tu vas voir, je vais te l'expliquer, on va se poser des questions plus pour savoir comment est-ce que on capitalise sur tout ce qu'on a bâti jusqu'à présent pour se lancer à son compte. Et dans l'autre cas, bien sûr, un parcours de reconversion peut être intéressant. Donc c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Je vais essayer de t'aider à y voir plus clair là-dessus et surtout à identifier justement qu'est-ce que tu pourrais faire à ton compte pour enfin quitter ton CDI et vivre de ton activité d'indépendante. Ok, donc comme on l'a dit, déjà, la première chose quand tu décides de quitter ton CDI pour te lancer à ton compte, ça va être bien sûr, effectivement, d'identifier qu'est-ce que tu pourrais faire pour te lancer à ton compte. Mais je l'observe tous les jours, vraiment, le premier réflexe qu'on a, c'est que dès qu'on tape sur Internet, je veux quitter mon CDI, je veux changer de voie professionnelle, on tombe systématiquement sur le même type de contenu et sur le même mot. Ce mot-là, c'est reconversion. Systématiquement, on propose un parcours de reconversion. Sauf que moi, ce qui me gêne un petit peu avec ces parcours de reconversion, c'est que bien souvent, on incite, entre guillemets, volontairement ou pas volontairement, les gens à changer complètement de carrière, à aller explorer d'autres pistes, sans jamais réellement se demander, je mets des guillemets bien sûr, il y a des gens qui le font, mais sans jamais réellement amener la personne à se questionner en premier, à savoir si le métier qu'elle exerçait jusqu'à présent lui plaît toujours ou non. Et en fait, le problème, c'est que quand on en a marre de son CDI, quand on en a marre de son emploi, bien souvent, on est arrivé, tu sais, à une situation où vraiment, voilà, le vase est plein, on n'en peut vraiment plus. Et quand on est dans cette situation, on tire un constat qui est un peu trop rapide, qui est j'en peux plus de ce métier. J'en peux plus de ce métier, il faut que j'arrête, du coup il faut que je trouve quelque chose qui va davantage m'épanouir. Sauf que moi j'ai maintenant accompagné plus de 1000 femmes à se lancer à leur compte, et ce que je remarque, ce que j'identifie, c'est que la majorité de ces femmes-là, en réalité, une fois qu'elles ont pris ce temps pour prendre du recul, pour sortir de cette situation de ras-le-bol et de vase trop plein, une fois qu'elles ont retrouvé un petit peu de clarté dans leur esprit, elles se rendent compte, quand on leur pose les bonnes questions, que finalement ce qu'elles faisaient dans leur précédente activité, elles aimaient réellement ce qu'elles faisaient. Quand elles se sont lancées dans leur métier, quand elles ont évolué dans leur carrière professionnelle autour de ce métier, elles aimaient profondément ce qu'elles faisaient. Ce qui a finalement, petit à petit, ce qui les a amenées à ne plus aimer ça, c'est davantage le cadre dans lequel elles exerçaient cette activité. Elles ne pouvaient plus supporter, par exemple, il y a eu un changement de direction dans leur entreprise, elles ne pouvaient plus supporter le nouveau manager qui était leur N+1. Elle ne pouvait plus supporter la nouvelle direction qu'avait pris l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Elle ne pouvait plus supporter le fait de se sentir pas du tout libre d'organiser son temps comme elle le souhaite, de devoir systématiquement demander la permission pour prendre ses 5 semaines de congé par an et les prendre à une période qui convient à tout le monde, devoir demander la permission pour partir plus tôt du boulot alors que le travail a été fait. Tu vois, tout ce schéma un peu qu'on retrouve dans le salariat, et encore une fois, je ne fais pas de généralité, il y a des boîtes chez qui ça fonctionne très bien, où il n'y a pas cet univers pesant, mais voilà, force est de constater qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des dysfonctionnements et dans lesquelles on va retrouver ces schémas-là, où on va valoriser le présentéisme, d'être très tôt arrivé au bureau et de partir très tard, comme ça, voilà, on montre qu'on s'investit et potentiellement on va aller chercher des promotions, et on valorise tout ça plutôt que de valoriser l'efficacité des gens. Et voilà, ça pousse, en tout cas,
Je l'observe chez certaines femmes, notamment quand elles vont avoir une transition dans leur vie ou elles vont peut-être devenir maman, où bah, voilà, commencent à se poser des questions et à se dire mais est-ce que vraiment j'ai envie de continuer comme ça et est-ce que j'ai pas tout simplement envie de récupérer de la liberté? Donc voilà, tout ça pour te dire que bien souvent, et c'est pas 100% des cas, mais bien souvent, la réponse elle n'est pas il faut changer de métier. La réponse parfois elle est juste il faut changer de cadre. Et en fait, je l'observe, il y a plein de femmes qui se lancent à leur compte, qui vont chercher donc une reconversion, qui vont chercher à apprendre un nouveau métier. Et ce qui est vraiment dommage parce que quand elles creusent, elles se rendent compte que bah, finalement ce qu'elles faisaient avant, elles aimaient. Et souvent dans ce processus-là, elles vont perdre quelques années parce qu'elles vont essayer d'apprendre un nouveau métier pour finalement essayer d'exercer, de mettre à profit leurs compétences qu'elles avaient acquis depuis ces années dans ce nouveau métier. Et finalement, elles vont de fil en aiguille, d'année en année, de mois en mois, se rendre compte que bah, elles essayent de recréer le métier qu'elles faisaient avant, mais cette fois-ci de façon indépendante. Sauf que le chemin de départ, ça a été je vais me former à quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider à identifier en premier, à vraiment te poser et à te demander si, c'est ton métier que tu ne supportes vraiment plus. Est-ce que c'est les tâches que tu fais au quotidien que tu n'aimes vraiment plus? Et si c'est le cas, c'est OK et c'est bien de te lancer dans un parcours de reconversion, faire un bilan de compétences, voilà, qui va t'aider en fait tout simplement à y voir plus clair sur ceux pour lesquels tu es forte, ceux pour lesquels tu as plus de faiblesses et surtout ce que tu aimes et ce que tu aimes moins faire. Ça, c'est important. Mais si, quand tu te poses et que tu réfléchis un petit peu, le constat, il est plutôt, en fait, j'aimais mon métier et en fait, c'est vrai que ce qui m'a poussée à me dire que j'aime plus mon métier, c'est plus que tout ce que je t'ai cité juste avant, le cadre dans lequel je l'exerce et du coup, sous-entendu, le salariat. Tu vois, toutes les contraintes du salariat qui fait que oui, tu as un patron, il faut du coup bien sûr suivre les directives qui ont été négociées initialement avec ton contrat, donc suivre ce qui est dans ton contrat, demander la permission pour poser tes vacances, être plafonné à 5 semaines de vacances, sauf bien sûr si tu travailles dans un grand groupe et que tu as des conventions un peu particulières qui te donnent des RTT en plus, etc. Mais je ne rentre pas dans ce niveau de détail-là, tu l'as compris. Donc première chose, vraiment identifie. Et si la réponse est « j'aime toujours mon métier », cette vidéo, la suite de cette vidéo s'adresse à toi. Si la réponse, elle est « j'aime pas mon métier », ce que je vais te dire, ça ne va pas forcément t'intéresser, ce que je vais te dire par la suite de cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment le premier point principal. Et ensuite, ce qui se passe, une fois qu'on a identifié ça, c'est forcément, en fait, quand on décide de quitter, ou en tout cas qu'on a le projet, pas encore qu'on a sauté le pas, mais qu'on a le projet de quitter son CDI pour se lancer de façon indépendante, forcément, on fait le grand saut dans quelque chose de nouveau et d'inconnu. Ça, c'est vrai. Effectivement, on fait le grand saut dans jusqu'à présent, j'étais salariée, donc j'ai fonctionné en fonction de ce modèle, de ce système qui est le salariat. Et là, effectivement, quand je vais vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat ou juste développer une activité d'indépendante, de freelance, peu importe comment on l'appelle, à mon compte, effectivement, il y a quand même des choses à apprendre. C'est-à-dire que les codes que tu as connus dans le salariat sont plus les mêmes quand tu souhaites te lancer à ton compte et quand tu souhaites devenir indépendante. Quand tu souhaites devenir indépendante, il va falloir désapprendre, ou en tout cas apprendre de nouvelles choses, mais plus désapprendre ta façon de fonctionner jusqu'à présent dans le salariat. Je vais te décortiquer de façon assez simple ce qui se passe quand on est salarié. Quand on est salarié, avant de trouver un emploi, déjà on passe par l'école. On va tous à l'école, on fait un parcours d'études plus ou moins long, mais en tout cas, on va à l'école, on passe des classes, ensuite on choisit une voie professionnelle, une spécialité qui, a priori, va nous donner des débouchés vers des voies professionnelles et on obtient un diplôme. En échange de ce diplôme, on va pouvoir le mettre sur son CV qui va répertorier nos compétences, si on a des expériences passées, nos expériences, et surtout nos diplômes. Et grâce aux diplômes, pourquoi on passe des diplômes? C'est simplement parce qu'on va pouvoir derrière accéder au marché de l'emploi et donc aux emplois qui correspondent à ce niveau de compétence, à ce qu'on a appris lors de nos études et ce que notre diplôme nous ouvre comme voie. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va rechercher des entreprises qui recherchent un poste, des personnes pour exercer un poste, et on va postuler. On va faire des entretiens de recrutement avec les gens qui recrutent dans cette entreprise, et on va lister, on va se vendre. On va lister nos compétences, nos expériences passées, ce qu'on sait faire, etc., nos motivations, bref, je ne te fais pas le topo de ce qu'on dit lors d'un entretien d'embauche, mais on va se vendre, nous,
pour essayer de convaincre la personne en face de nous que nos compétences matchent avec la fiche de poste qui a été établie par l'entreprise. Et la fiche de poste, elle reprend exactement la même chose. Elle reprend, voilà ce qu'on a besoin, une personne qui va faire ça. Et l'idée de cet entretien de recrutement, ça va être de faire matcher, est-ce que notre besoin correspond à tes compétences? Et en fonction de ça, on obtient un poste ou non, mais partons de l'hypothèse, on l'obtient, on rentre dans cette entreprise et puis voilà, on travaille. Et si on travaille suffisamment dur, si on montre qu'on est impliqué, si on obtient de bons résultats pour notre entreprise, on monte les échelons, on gravit les échelons, on obtient des augmentations de salaire, etc., etc. Mais tout ça prend du temps, tout ça est long et finalement, on a toujours un plafond dans les revenus qu'on peut gagner. Ce plafond-là, c'est ce qu'on a réussi à négocier avec notre employeur. Mais ce qui est vicieux, c'est que souvent, ce plafond-là, il est énormément rattaché au temps qu'on va passer à travailler. Et ce qui est encore plus vicieux quand on est cadre, c'est que normalement, quand on est cadre, on n'est pas spécialement payé au nombre d'heures qu'on passe à travailler. Plus, généralement, on a un forfait avec des avantages en nature. Mais force est de constater que lorsqu'on est cadre et qu'on souhaite évoluer, qu'on souhaite avoir des promotions, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, cette culture du présentéisme, de celui qui arrive le plus tôt et celui qui part le plus tard du travail, va souvent aider à obtenir des promotions. Et donc finalement, même si le système de rémunération n'est pas directement relié au nombre d'heures qu'on y fait, en fait on est quand même perdant dans la balance, puisque finalement on travaille même encore plus que finalement si on était payé pour un simple 35 heures. Et ce qui se passe souvent, et moi je l'ai vécu dans mon activité, c'est que je travaillais beaucoup plus. Alors certes, j'avais des missions j'estime plus intéressantes que juste des missions d'exécution, j'étais manager, etc. Mais j'avais aussi plus de responsabilités, plus de stress, plus de tout. Et finalement, quand je ramenais simplement mon salaire au nombre d'heures que j'y passais, j'avais un taux horaire bien moins important que finalement quelqu'un qui était au SMIC. Donc voilà, ça c'est pas pour critiquer le salariat. Je me suis épanouie pendant plusieurs années dans le salariat, mais pour te donner un petit peu mon parcours, moi à un moment donné, pendant le Covid, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis posé une question. Au lieu d'arrêter, en fait j'ai arrêté de me poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Tu vois, la belle carrière, la nouvelle promotion qui va rendre fiers mes parents, mon entourage, etc. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je veux vraiment moi pour le reste de ma vie? Et ça a été brutal parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre, en tout cas dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. J'avais envie de mettre ma volonté de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui adore bosser, je suis une bosseuse, je rechigne pas à la tâche, mais j'aime du coup voir les résultats du travail que je produis. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne veux plus mettre toute cette énergie, toute cette motivation que j'ai à développer des projets au service de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si toute cette énergie, je la mets pour travailler pour moi? Et une fois que tu arrives à ce stade-là, ce qui se passe, c'est que, comme je te l'ai dit, effectivement, tu fais le grand saut dans quelque chose d'inconnu. Comment est-ce que, cette fois-ci, on gagne notre vie de façon indépendante? Et ce qu'il va falloir que tu apprennes à faire par rapport au schéma, au modèle du salariat que je viens de t'exposer, ça va être de changer cette perspective de « je vends qui je suis, je vends ce que je sais faire, je vends mes diplômes, je vends mes années d'expérience ». Et il va falloir apprendre à simplement le transformer en un résultat concret pour tes futurs clients. Ce qui change concrètement quand tu passes d'indépendant à salarié. Quand tu étais salarié, tu avais un client, et ce client-là unique, c'était ton patron. Et je t'ai expliqué le schéma vers lequel tu trouvais ce patron. Quand tu te lances en indépendant, il va falloir être en mesure de trouver plusieurs clients. Je te ramène vers la précédente vidéo où j'ai expliqué un petit peu le modèle le plus avantageux pour avoir le moins de clients possible, mais en gagnant correctement sa vie. Je ne reviens pas là-dessus dans cette vidéo. Mais voilà, l'idée, ça va être de trouver plusieurs clients et de réussir finalement à vendre à ces clients, non pas toi, non pas tes compétences, non pas ce que tu vas faire dans leur entreprise, mais le résultat que tout ça, sans le dire, va leur apporter, eux, dans le développement de leur activité. Parce que, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, on va retrouver parfois ce schéma en fait, du salariat où il y a des entrepreneurs, qui soient en ligne ou pas en ligne, qui vont mettre comme des fiches de poste pour recruter quelqu'un non pas salarié, mais indépendant, donc plutôt des freelances, et ils vont lister leurs besoins, et il y a des gens qui vont calquer, copier en fait, le modèle du salariat et qui vont postuler en fait, à ces annonces. Il y a même des sites
qui regroupent en fait toutes ces annonces, tout comme tu as Indeed quand tu veux être salarié, tu as des sites type Malte et autres qui vont cette fois-ci faire des annonces pour des freelances. Mais le piège quand tu fais ça, c'est que tu retombes en fait dans le système du salariat et la personne en retour, en fait, quand elle te recrute, en fait, elle te voit comme un coup. Elle te dit, ah ok, est-ce que déjà tu matches pile poil sur, ok, moi j'ai listé des compétences très précises, est-ce que tu sais faire ça? Oui, non. Est-ce que tu sais faire ça? Oui, non. Est-ce que tu sais faire ça? Oui, non. Et finalement, tu te retrouves enfermé dans un rôle un petit peu d'exécutante. Et surtout, une fois que tu es rentré dans ce processus-là, c'est très difficile de reprendre la main sur l'entretien et d'essayer d'aller questionner la personne sur quels sont réellement ses objectifs, qu'est-ce qu'il souhaite atteindre, pourquoi est-ce qu'il recrute une personne à ce poste, qu'est-ce que ça va l'aider à faire. Parce que toutes ces questions-là, c'est justement ce qui va te permettre de ne pas tomber dans le piège de la facturation à l'heure, qui est un petit peu le copier-coller du salariat. Et c'est ce qui va te permettre de facturer tes prestations à la valeur que tu apportes réellement à l'entreprise et non pas au temps que tu y passes. Et ça, vraiment, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu veux te lancer en freelance, en indépendant et réussir à vivre rapidement de ton activité sans rebasculer dans un quotidien où il va falloir travailler jour et nuit pour développer ton activité, c'est vraiment primordial de ne pas tomber dans ce piège dès le départ de la facturation à l'heure. Et effectivement, donc ça va être la première chose que tu vas devoir apprendre à faire. Ça va être de réussir à vendre la valeur que ça apporte à ton futur client et non pas le temps que tu vas y passer, les compétences que tu vas utiliser, ce que tu sais faire, ce que tu vas faire dans son entreprise. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui vont être nouveaux pour toi et qu'il va falloir que tu apprennes, mais pas de panique. C'est des choses que tu apprends sur le terrain, c'est des choses que tu apprends sur le tas. Et ce qu'on aime bien dire avec mon conjoint Sam, avec les gens qu'on accompagne, c'est qu'il vaut mieux se former juste à temps plutôt que juste au cas où. Pourquoi? Parce que quand tu te formes au cas où, tu t'enfermes en fait dans un cercle vicieux où tant que tu n'as pas réuni toutes les informations, tant que tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, tu bouges pas. Tu bouges pas et pire, tu crois que tu fais les choses bien parce que tu es derrière ton ordinateur en train de te former. Tu achètes une formation, tu en achètes une autre, mais en réalité, tu passes jamais concrètement à l'action et malheureusement, quand tu fais ça, tu n'apprends rien. Pourquoi? Parce que la clarté et surtout l'apprentissage ne vient qu'à partir du moment où tu passes à l'action. En fait, tout ce que tu apprends, ça va te servir d'hypothèse. Mais il n'y a pas de vérité absolue dans l'entrepreneuriat. Okay? Ceux qui te disent qu'il y a une vérité absolue, c'est pas vrai. Ils essayent de te vendre une méthode miracle ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour une autre. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres humains différents, on a tous un parcours complètement différent, on a tous eu une enfance complètement différente. Et ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont obtenu exactement la même information, mais qui ne vont pas passer du tout en action de la même façon, et donc obtenir les résultats, ne vont pas du tout obtenir les mêmes résultats, qu'est-ce qui fait? Justement, toute leur expérience passée, tout ce qu'ils ont accumulé, toutes les peurs qu'ils ont pu avoir de par leurs expériences passées, toutes les croyances limitantes qui moulinent en arrière-fond et qui vont les empêcher de faire une action d'une façon, ou bien qui vont les amener à faire plutôt une autre action, qui vont parfois en fait même s'auto-saboter. Bref, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière, mais c'est ça la différence. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas juste t'appuyer à te dire « je vais suivre une formation », je vais attendre d'apprendre, de me sentir prête, ça aussi c'est un autre point, de me sentir absolument prête parce que j'ai trouvé la bonne réponse, ça y est, j'y vois plus clair, et après seulement je passerai à l'action, et après seulement, du coup, je pourrai obtenir les résultats qui sont escomptés. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, et malheureusement, je vois trop de personnes qui restent bloquées dans ce schéma-là, et la seule chose que ça amène, je te donne l'exemple, quelqu'un qui veut quitter son CDI, je fais le grand saut, je quitte mon CDI, j'ai peut-être une période de chômage parce que j'ai négocié une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit avec mon employeur. J'ai du chômage peut-être pendant 2 ans, donc je me sens un peu en sécurité pendant cette période-là, donc je prends le temps de me former. Je me forme, je fais une formation, 2 formations, 3 formations. Et en fait, chaque formation, je me rends compte qu'il me manque encore quelque chose et donc je cherche encore une formation et encore une formation. Et ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de personnes qui arrivent au bout de ces 2 ans de chômage qui n'ont toujours pas généré soit un seul euro de leur activité indépendante, soit qui ont commencé à générer quelques clients, mais en fait qui utilisent l'ancien modèle de facturation à l'heure et qui du coup en fait n'arrivent même pas à vivre de leur activité, pas confortablement, n'arrivent même pas ne serait-ce qu'à remplacer leur ancien salaire.
Et à la fin du chômage arrive, donc l'angoisse commence à monter. Mince, qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas pour ces personnes-là? Elles finissent par reprendre un job salarié, alors qu'elles n'ont pas envie, alors que leur rêve à elles, c'était d'obtenir plus de liberté et de se lancer à leur compte et de pouvoir vivre de leur activité de façon indépendante. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'aimerais t'aider et t'empêcher à faire, parce que vraiment, crois-moi, c'est une erreur. Plus tôt tu vas passer en action, plus tôt tu vas peut-être faire des erreurs, te tromper, plus tôt tu vas obtenir des résultats. Et donc, là où je veux en venir, pour t'aider, comme on l'a dit en début de vidéo, si tu aimes encore, si tu estimes que tu aimes encore en fait ton ancien métier, ou en tout cas que tu aimes encore une partie de ton ancien métier, l'idée, ça va être de te questionner, de te dire, qu'est-ce que j'aime concrètement faire dans ce métier? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce que j'adore faire? Ensuite, ça va être de te demander, aujourd'hui dans mon entreprise, quel résultat ça apporte à mon employeur, le fait que je fasse cette activité. Quand je fais une partie de ce qui m'est confié dans mon rôle, qu'est-ce que ça apporte comme résultat dans l'entreprise? Quel est le bénéfice en fait pour mon employeur de m'avoir, moi, dans ce rôle, dans ce poste? Okay. Et là, en fait, en te posant ces questions, tu vas commencer à réfléchir de la bonne façon, une façon qui va t'aider quand tu vas te lancer en entrepreneuriat, puisque là, tu es en train de réfléchir à quelle est la valeur que ça apporte à mon employeur, le fait de travailler avec moi. Et c'est dans ce cheminement de pensée, dans ce modèle-là, qu'il va falloir ensuite te lancer de façon indépendante. Et une fois que tu as trouvé les réponses à ces questions, tout simplement, en fait, tu vas te demander, ok, très bien, donc moi, j'adore faire ça. Du coup, quelles compétences sont reliées à ça? Ok, donc je suis forte à ça, 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 ça. N'hésite pas même à demander à ton entourage, à tes anciens collègues, de te dire, tu vois, tu leur poses une question ouverte sur ces questions-là. Tu vois, qu'est-ce que, d'après vous, quelles sont mes plus grandes forces? Quelles sont mes plus grandes compétences? Si tu dois en lister 3, etc. Faites parler les gens qui vous entourent de vos forces. Parce que ça, c'est la meilleure façon, en fait, souvent, nous, on a un peu du mal, on essaie d'être humble, etc. Et du coup, on a du mal à identifier en fait quelles sont réellement nos compétences. Et plus vicieux encore, parfois, on tombe dans le travers de se dire que ce qui est naturel pour nous de faire, tout ce qu'on sait faire et qui est fluide en fait, où on ne se pose même plus la question, on le fait presque par automatisme, toutes ces choses-là, en fait, on se dit que si c'est aussi simple à faire pour nous, c'est forcément aussi simple à faire pour les autres. Alors que non, c'est faux. Justement, toutes ces choses-là que tu fais toi naturellement, sans même trop te poser de questions, toutes ces choses-là où des personnes extérieures, que ce soit tes collègues, ton entourage, ta famille, viennent faire appel à toi pour le faire, toutes ces choses-là, c'est justement tes compétences. Et donc parfois, comme on a du mal à l'identifier par nous-mêmes, c'est intéressant de demander à notre entourage de faire cet exercice, parce que ça nous permet en fait de nous rendre compte que, ah ouais, tel collègue, il m'a listé 3 compétences, je pensais que c'était tellement évident, que c'était tellement facile pour eux aussi. Ah non, en fait, ils m'ont confirmé que non, eux, ils ont du mal avec ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent faire appel à moi quand ils ont besoin que je les aide à faire ça, ça, ça. Ça va te permettre vraiment de mieux identifier ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour transférer tout ce que tu sais faire et tout ce que tu aimes faire et le transposer et en faire une activité indépendante qui soit à la fois épanouissante sur des choses que tu aimes faire et à la fois, bien sûr, rémunératrice. Je ne vais pas rentrer sur, je te l'ai déjà expliqué, mais je ne vais pas rentrer sur la partie rémunératrice à ce stade de la vidéo, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, si peut-être que tu es déjà à ce stade de je vais me lancer ou je me suis lancée et justement, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on fait pour ne pas travailler avec des dizaines et des dizaines de clients et donc travailler 50 heures par semaine pour vivre à moitié de son activité. J'aimerais comprendre comment vivre confortablement mon activité avec peut-être 2 ou 3 clients récurrents sur le long terme. Donc dis-moi en commentaire. Mais là, on va plus explorer la phase épanouissante. Donc une fois que tu as identifié tout ça, l'idée, ça va être d'aller creuser sur quel client, quel entrepreneur je vais pouvoir accompagner de façon indépendante grâce à ces compétences. En gros, chez qui est-ce que je vais pouvoir mettre à contribution mes compétences et à qui ça va apporter des résultats. Donc là, tu vas revenir de ce questionnement. Quel résultat ça a apporté à ton entreprise? Et peut-être qu'il y aura des spécificités propres au secteur, mais essaye de voir la big picture, donc de façon large, et tu vas le garder et tu vas te dire, tu vas faire une première hypothèse de te dire, ok, quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneur je pourrais aider de façon indépendante, donc statut freelance, peu importe, on ne revient pas sur le statut. Pareil, si c'est des questions que tu te poses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une prochaine vidéo. Et tu vas essayer de trouver des pistes.
avec quel type d'entreprise déjà tu aimes bien travailler. Peut-être qu'il y a un secteur d'activité qui va ressortir, etc. Et tu vas essayer de t'entraîner à essayer d'expliquer à ce type d'entreprise ce que tu vas pouvoir leur apporter comme résultat grâce à tes compétences, mais sans te vendre, sans vendre ton niveau d'expérience, sans vendre le listing de toutes les compétences, sans vendre tous les outils que tu sais utiliser, etc. En gros, sans vendre tout ce que habituellement tu mets dans un CV, tout simplement. Ok ? Et si tu as envie que je t'aide à faire ça étape par étape, de façon structurée, j'ai créé une ressource complètement gratuite que tu vas pouvoir retrouver en description de la vidéo. Ça s'appelle Le Transfert et ça t'aide justement à chacune de ces étapes. Je te fais brainstormer, je te pose des questions précises pour avancer d'étape en étape. Et à la fin de la ressource, eh bien, tu tombes sur 3 hypothèses. 3 choses que tu peux déjà commencer à tester tout de suite. Et ça, c'est des choses que tu peux déjà lancer même si tu es encore salarié. Et d'ailleurs, je te le recommande vivement parce que parfois, faire le grand saut, se dire je quitte mon emploi et je me lance à mon compte, ça peut faire peur, parfois c'est un peu trop. Et juste le fait de pouvoir tester des hypothèses avant de se lancer, ça rassure aussi de se dire ok, il y a des choses, tu vois, tu as lancé un hameçon et puis tout d'un coup, tu vois qu'il y a des poissons, tu vois, qui viennent mordre à ton hameçon. Tout ça, en fait, ça vient te rassurer que oui, il y a quelque chose de viable qui est possible si tu t'autorises à faire ce grand saut, à te faire confiance et à te lancer dans la voie qui te fait tellement envie et qui va t'apporter plus de liberté, plus d'épanouissement, etc. Donc n'hésite pas, télécharge, clique simplement sur le lien qui se trouve en description. Je vais également le mettre en premier commentaire épinglé sous cette vidéo pour que tu le retrouves facilement. C'est une ressource 100% gratuite. Je l'ai travaillé vraiment pour t'apporter énormément de clarté. Donc télécharge-la, ça va t'aider à y voir bien plus clair. Et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo surtout, c'est vas-y étape par étape. Tu n'as pas besoin de faire le grand saut qui te fait beaucoup trop peur et qui va finalement, cette idée va simplement te laisser tétaniser dans l'inaction pendant des mois et des mois. L'idée, c'est pose-toi la question de quelle est juste la petite prochaine étape qui va me mettre en action et qui va m'apprendre des choses. Donc, télécharge la ressource, Le Transfert, fais les exercices, arrive au bout et choisis tes 3 hypothèses et tu vas voir, je te guide pour lancer et tester ces 3 hypothèses. Et une fois que voilà, tu auras matérialisé tout ça dans la réalité, commencé à discuter avec des gens et que tu auras vu que tout ça finalement peut être possible, je ferai une prochaine vidéo là-dessus, mais tu vas te rendre compte que c'est possible que tu te rendes compte que, mine de rien, tu as toujours encore peur de passer à l'action. Et je prévois une série de vidéos dans les prochaines semaines qui, justement, vont t'expliquer, si toi, tu es à ce stade-là, donc télécharge bien la ressource et fais ces exercices d'ici les prochaines vidéos. Je vais t'expliquer, en fait, ce qui peut t'amener, mine de rien, malgré que tu sais quelles sont les prochaines étapes à faire. Il y a quand même, tu vas ressentir, en fait, des blocages internes qui vont potentiellement t'empêcher de passer à l'action ou même peut-être te saboter les actions que tu mets en place. Donc je vais t'expliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je te le redis, mais abonne-toi à la chaîne, ça te permettra de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Comme je te le dis, je prépare une série de vidéos sur tous ces petits mécanismes, sur toutes ces petites choses qui potentiellement vont t'empêcher de passer à l'action. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es reconnu dans cette vidéo? À quel stade tu en es? Qu'est-ce qui te bloque à passer à l'action? Ça m'aidera à préparer en priorité les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.